rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre ce programme. Il nous vient de la République du Congo. Il est PDG du groupe Yannick. Lui, c'est Frédéric Batanga, dit Freddy Batanga. Sécurité garde. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir Mano Maner. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir dans ce programme, mais je rappelle que nous sommes au sein du groupe Yannick, nous sommes bien dans votre bureau. Nous sommes à Brazzaville. Nous sommes à Brazzaville. Voilà. Merci de nous recevoir chez vous. Voilà, alors, vous avez suivi les médias ces derniers temps. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Bon, je pense que ce qui a retenu mon attention, c'est les mouvements qu'on sent dans pas mal de pays du monde. Il y a la guerre, il y a des situations déplorables. Et je pense que on le regrette tous. Le monde bouge ici et là. Oui, le monde bouge. Ça fait peur parfois, mais bon, je pense qu'on s'habitue un peu aux guerres et c'est ce qui est malheureux. Hein, on ne devrait pas s'habituer aux guerres. Mais bon, c'est le cas actuellement. Surtout au Moyen-Orient, la Syrie. Ça bouge partout. Ça bouge partout. On a l'est de la RDC aussi où il y a quelques situations. Donc ne regardons pas qu'en Syrie, mais regardons aussi à côté de chez nous. Donc je pense que c'est un vrai problème qui nous concerne tous. Les massacres à l'est de la RDC. Ouais. Alors, Freddy Batanga, PDG du groupe Yannick. Alors, quel a été votre parcours pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, ce parcours-là, je ne pense pas qu'on pouvait l'imaginer. Hein? Au départ, je pense que je veux faire l'école des cadets, ce qui est très mal pris par ma mère, donc il ne l'accepte pas. Et puis quelques années après, je me retrouve au lycée agricole au Lac, à la surprise générale de tout le monde, parce que à l'époque, les jeunes de Brazzaville voulaient aller au lycée technique, Libération, Lumumba, des choses comme ça. Mais moi, j'ai dit non, je veux essayer d'aller à l'agriculture. Alors, l'agriculture, c'est quelque chose inoculé par mon défunt père. Parce que mon défunt père vient d'un village qui est beaucoup. Et donc, je pense qu'il n'a pas vécu Brazzaville comme étant quelque chose de merveilleux pour lui. C'est vrai que c'est un intellectuel, c'était un cadre des SAF, je crois que ça doit s'appeler comme ça. Et c'est quelqu'un qui avait voulu repartir vers ses origines. Donc il a pensé que c'était bien qu'il m'inocule un peu ce petit venin d'agriculteur. Et donc ce qui a fait que très jeune, j'ai eu droit à des chiens. Très jeune, j'ai eu droit à des poulaillers, à tout ça. Et j'ai donc commencé, sans me rendre compte, dans le piège tendu par mon père, à aimer l'agriculture. Et arrivant après le BMG, je me rends au lycée agricole Amical Cabral, à la surprise générale, et puis voilà. Je sors de là avec un bac, je fais l'IDER et je continue sur la France. Et donc en rentrant au Congo en 2021, et c'était pas réellement ma volonté de rentrer au Congo parce que j'avais une vie en Europe et c'est ma mère qui décide à un moment donné de me faire revenir au Congo.
On va y revenir. Alors, Freddy Batonga, PDG du groupe Yannick, pouvez-vous nous parler de ce groupe avec vos mots? Le groupe Yannick, et d'abord le prénom Yannick, c'est le prénom de mon défunt petit frère qui avait été poignardé par un gardien. Parce que le gardien était un gardien de remplacement, ne l'ayant pas reconnu parce que il avait dû sauter le mur. Donc voilà, j'ai voulu immortaliser un peu ce nom et puis tout ce qui s'est passé un peu par rapport à cette situation. C'était pas spirituel, hein, comme rapporte on a entendu de la rue, parce que paix à son âme. Non, je ne pense pas. Alors, il faut faire très attention. Vous savez, souvent on voit trop des problèmes sous forme de sorcellerie et autres. Il y a des choses qui arrivent. Nous étions dans une période où il n'y avait pratiquement pas de courant. Hein, donc, il faisait noir. Le gardien qui le reçoit ne sait pas qui vient. Et donc, voilà un peu tout ce qui a pu se passer ce soir-là. Nous étions présents, nous avons réagi, mais je pense que tout était déjà joué. Donc, vous avez créé par rapport à cette histoire? J'ai créé par rapport à cette histoire, parce qu'il fallait continuer à faire vivre le nom de mon défunt petit frère. C'est quelqu'un avec qui j'avais des relations assez spéciales, hein, assez spéciales, parce que je me souviens qu'on portait pratiquement les mêmes habits, alors qu'on avait quand même 12 ans d'écart. Hein. Il y avait quelque chose de fort qui nous liait. Et ce quelque chose-là, bon, voilà. Alors, paix à son âme. Et concrètement, quel type de service offrez-vous? Bon, nous, on s'occupe en réalité de la maison. Hein, on conçoit des jardins, on réalise des jardins, on assure le gardiennage des biens et des personnes. Donc, ça veut dire quelque part, si vous nous donnez une maison, on vous l'entretient, parce qu'on fait aussi de l'entretien. Voilà. Alors, combien d'années déjà, le groupe Yannick? Le groupe Yannick, c'est 23 ans. Alors, nous constatons que le groupe Yannick a été créé après une crise politico-militaire, disons des douloureux événements que Brazzaville a connus en 1997-98, qui s'est poursuivi peut-être avec quelques poches de résistance vers les 2002, une période sensible. À cette période, les sociétés de sécurité étaient considérées à l'époque comme des niches de milices. Alors, comment vivez-vous cette époque? Alors, cette époque, je ne la maîtrise pas vraiment. Hein, parce que je pars du Congo après les élections. Je me souviens, en Europe, il y a un ami qui m'a interpellé une fois en me disant « il y a la guerre chez vous ». Alors, je lui ai dit « ce n'est pas chez nous, mais c'est à côté de chez moi ». Donc en RDC. Voilà. Et il insiste, il me dit non, 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 c'est chez toi qu'il y a une guerre. Alors je me dis c'est pas possible. Et lorsque je me retrouve face au journal, c'est là où je me rends compte qu'en réalité il y a la guerre au Congo-Brazzaville. Bon, je suis un peu surpris parce que dans la mentalité des Brazzavillois, je ne voyais pas de guerre. Je voyais la mentalité du Brazzavillois, c'est-à-dire? Bon, le Brazzavillois, c'est pas quelqu'un de... Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un de blagueur, c'est... Un ambianceur, voilà. Un sapeur. Voilà, c'est cette culture-là que moi j'ai gardée de Brazzaville. Donc quand j'apprends qu'il y a une guerre, bon, nous on n'a pas même le développement des milices et tout ça, nous on n'a pas connu ça. Hein, vous avez vécu ça comment? Qu'est-ce qui... Vous avez pensé à quoi avec la famille qui était restée à Brazzaville? On vit cela quand on est en Europe avec un fort sentiment d'impuissance. Hein, on vit ça avec un fort sentiment d'impuissance. Moi, j'étais très lié à mes parents, très lié à ma mère. Et être à 6 000, 7 000 km de Brazzaville et de savoir qu'on ne peut pas parler à sa mère parce que elle ne peut plus être joignable, on ne sait pas là où elle est. Ça a été quand même des moments difficiles. Donc pour vous, un Brazzavillois ne pouvait pas faire la guerre, un vrai Brazzavillois dans le vrai sens. Bon, moi je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi, mais je sais que quand même un Brazzavillois ne pouvait pas. Après j'ai entendu tellement de choses se dire, hein, que bon, on continue à se poser des questions. Je n'étais pas là, donc il est difficile que j'ai une idée vraiment assez précise sur la chose. Je ne pense pas, parce que
lorsqu'on détruit pour reconstruire, on n'avance pas. C'est ça le vrai problème. Le Congo, avant la guerre du 5 juin, n'était pas riche. Et après cette guerre, on a commencé à reconstruire. Donc, on perd du temps dans ces histoires de guerre et de querelles inutiles. Bon, après, vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Alors, donc, le groupe Yannick, créé en 2001, c'est ça? Le groupe Yannick est créé en 2001. J'arrive au Congo par la volonté de ma mère, comme je vous l'ai dit. Parce que moi, j'avais une vie en Europe. J'avais une famille en Europe. Donc, à ce moment-là, je ne pensais pas revenir au Congo. Et puis, avec tout ce qu'on entendait du Congo, on n'avait vraiment pas envie de rentrer au pays. Et là, ma mère met un mécanisme en place pour me faire rentrer au pays. Donc, la première chose, c'était d'envoyer mon frère Patrick venir me chercher en France. Alors, Patrick fait ce voyage-là pour venir me chercher et arrivé en France... Patrick Patou. Voilà, c'est lui que tu appelles Patou, voilà. Arrivé en France, on a cette rencontre où il faut parler de mon retour au Congo. Je lui dis que c'est pas possible. Je suis catégorique, c'est pas possible. Moi, je n'ai plus rien à faire au Congo. Et là, il appelle sa mère à Brazzaville pour dire, bon, mais j'ai eu ton fils, il faut oublier cette affaire du Congo. Alors, ma mère trouve un autre stratège. C'est de ne plus répondre à mes appels. C'est d'informer toute la famille qui m'entoure en Europe qu'elle est sérieusement malade, elle est agonisante. Et donc, à ce moment-là, ça commence à faire effet. Quand j'appelle, on me dit, maman ne peut plus parler. Quand j'appelle, on me dit, maman ne répond plus au téléphone. Alors là, je prends la décision de dire, bon, là, c'est bon, je veux rentrer. Parce que j'avais quand même ce lien qui était très fort avec ma mère, qui faisait que le fait qu'elle ait coupé ce lien m'a fait revenir au Congo. Et papa dans tout ça? Papa, c'est quelqu'un de très grand. Hein, c'est lui qui a construit ma personnalité. Hein, c'est quelqu'un dont je ne peux pas vous parler réellement parce que c'est au-delà de tout. Hein. Donc, le groupe Yannick, l'atmosphère, venir créer un groupe de sécurité en 2001, au sortir d'une crise politico, tu vivais ça comment? Est-ce qu'on vous regardait comme une seconde milice, une milice cachée ou au service Non, je pense que nous, on a quand même cette différence-là parce que nous, quand on rentre, on n'est pas dans l'esprit congolais. On est dans l'esprit d'ailleurs. On vient avec une autre conception de la vie. On vient pour travailler. On vient pour apporter quelque chose au pays. Et il y a des éléments qui m'ont quand même choqué parce que quand j'appelle quelques amis pour qu'on puisse se voir ou bien que j'arrive chez eux, alors je sens que les choses ont changé. Les amis ne me disent pas, viens, je t'attends chez papa, je t'attends chez maman, comme on était habitué à le faire avant. Mais là, les amis me disent, non, mais j'ai construit, je suis à tel endroit. Alors ça me donne encore envie de beaucoup plus travailler. Ah, d'accord. Hein, voilà. Et à cette époque, vous disiez que vous étiez différent des autres Non, on ne va pas dire qu'on était différent des autres, mais on n'avait pas le même vécu que les autres. Ah, d'accord. Mais sur quels critères recrutiez-vous à cette époque? Bon, à cette époque, on était quand même regardant comme on l'est aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire tout ce qui était proche quand même de tous ces mouvements qu'on a connus, on ne pouvait pas les prendre avec nous. Est-ce que vous critez sur le physique à l'époque? Oui, à cette époque, on a beaucoup, on a beaucoup regardé ces problèmes-là. Mais c'est vrai qu'on a été aussi déçus. Parce que souvent, c'est aussi pas... Vous vous êtes trompé? On se trompe beaucoup. Même sur les églises, hein. Même sur les églises, mon père m'avait toujours dit ça. Hein. Il me disait, si tu as une situation, tourne-toi vers une église. Alors quand je suis arrivé en France, je me suis tourné vers l'église protestante, ce qui m'a très bien reçu. J'ai été accompagné, assisté, c'était très bien. Mais quand j'arrive ici, je me tourne vers une église pour faire un recrutement, mais là je suis déçu. Hein, je ne dis pas pour dire du mal des églises, mais c'est souvent un refuge de gens malsains. Voilà, c'est regrettable, mais bon. Donc, est-ce qu'il y a une enquête de moralité? L'enquête de moralité est la base même de notre métier. Sans enquête de moralité, on n'avance pas. Et à cette époque, vous arriviez à faire des enquêtes? Oui, elle était obligatoire. Hein, et puis l'enquête de moralité, elle vous ressort ce qui peut être caché.
Hein, si vous avez une personne qui a travaillé 3 ans sans commettre de délit, en étant conscient de son activité, en faisant attention à son travail, moi je pense que ce monsieur-là, il est bon. Entre nous, est-ce que vous avez eu à recruter quand même des miliciens? Des ex-combattants, par exemple? Oui, parce que ce n'est pas écrit sur leur front, ex-combattants. Mais on avait quand même les bons éléments pour faire des enquêtes de moralité. Mais est-ce qu'un bandit, ou un ex-bandit, un ex-voleur qui s'est reconverti, est-ce qu'il a une place chez vous? Place serait quand même risquant. Parce que vous savez, lorsqu'il se passe un événement à un endroit donné, si vous avez déjà un passé qui n'est pas bon, vous devenez le premier suspect. Donc, pour éviter cela, mieux vaut ne pas souvent... Alors, nous, on n'est pas une société de réinsertion. Hein? Nous, on ne s'occupe pas de la réinsertion. Nous sommes là pour sécuriser les clients et on ne veut pas de blanche. Donc, on ne veut pas de blanche, pour voilà. Ceux qui croyaient que les groupes de gardiennage étaient une niche des milices, se trompaient. Ou particulièrement chez vous? Je ne peux pas dire qu'elle se trompait parce que moi, je vous parle du groupe Yannick. Ah, d'accord. Hein, je ne vous parle pas des autres sociétés. Je vous parle du groupe Yannick dont j'ai la maîtrise complète. Hein? Et vous savez, si vous trouvez beaucoup de jeunes ici à Brazza, vous remarquerez que le groupe Yannick a formé énormément de jeunes dans le milieu de la sécurité. Qui sont dans d'autres... Oui, qui sont dans d'autres sociétés. Vous ne trouverez aucune société, je pense, grande société de la place, qui n'a pas des éléments qui ont été formés ici. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, les critères de recrutement ont évolué, ont changé? Oui, ils ont beaucoup évolué. Moi, je vois des bacs +3, des bacs plus. Mais c'est incroyable. Les gens ont besoin de travailler. Au-delà des études qu'ils ont pu faire, c'est ce qu'on remarque. On est surpris par ça, mais bon, c'est une réalité. Alors, la mission première aujourd'hui du groupe Yannick, on peut dire, c'est laquelle? C'est sécuriser bien les personnes. Nous avons fait, à la demande de la mairie, un jardin au niveau de Talangay. Ça arrive de temps en temps, comme ça qu'on puisse intervenir aussi. Voilà, c'est un peu les missions que nous avons. Et face à la concurrence, comment vous vous situez? On se situe assez bien parce que nous avons des banques, nous avons le mall, nous avons pas mal de sites qui permettent aujourd'hui de faire vivre la société. C'est vrai que la crise, elle est là, elle est réelle, elle perturbe aussi le travail, mais bon, on est là pour se battre, on n'est pas là pour pleurer. Vous ne cessez de répéter crise, crise, crise. Alors comment vous réagissez face à cette crise? Bon, vous continuez à recruter, vous continuez à... On recrute de temps en temps selon la demande des clients. Plus il y a des clients, plus il y a la demande. Selon c'est les départs? Beaucoup de sociétés ont arrêté. On avait Andrade, hein? Andrade Guterres avec lequel nous avons travaillé, qui aujourd'hui est parti. Andrade, c'était notre plus grand client. Donc lorsque vous perdez un client comme Andrade, vous sentez quand même que votre trésorerie aussi prend un coup. Mais bon, on est là pour travailler, on n'est pas là pour pleurer. Voilà. Alors, le regard que vous portez sur les sociétés similaires à vous, cet univers de sociétés de gardiennage et de sécurité? Bon, moi j'ai encouragé beaucoup de sociétés à se créer. Hein. J'ai pas mal de jeunes frères qui sont venus me voir, avec qui j'entretiens de très bons rapports. Vous avez encouragé la concurrence? Oui. Je pense que vous trouverez certains, hein, je ne vais pas donner de nom ici, mais vous trouverez certaines personnes qui vous diront que bon, j'ai créé ma société par rapport à M. Batanga qui m'a accompagné. J'ai fait de l'accompagnement sur le principe de société de sécurité, surtout pour mes petits frères qui sont très attachés à moi. Hein, je veux parler par exemple d'APV à Panga. C'est un petit frère que je porte. APV comme? Voilà, je porte dans mon cœur. Et on continue à travailler quand il y a des situations. Donc je pense que lui, il le reconnaît. Il dit qu'on a fait ce travail-là ensemble. Et moi, je suis très fier de lui, parce que je pense qu'il travaille très très bien. Et voilà ce qu'on souhaite aussi. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas cette concurrence qui fait qu'il n'y a pas de place. Non, il y a des marchés qui sont là. Ben, chacun doit se battre pour les avoir. Donc le regard que vous portez est plutôt positif. Comment? Moi, je pense que les choses se passent assez bien. Pour ceux qui sont dans ce métier, ils doivent
travailler. Ils ne doivent pas toujours regarder des petites questions inutiles. Hein, on est là pour travailler. Je pense que les sociétés de gardiennage doivent aussi travailler ensemble parce qu'il y a un vrai problème au niveau des sociétés de gardiennage. Un monsieur peut être voleur, il vient travailler ici, il vole, demain il travaille dans notre société. En fait, il tourne autour des sociétés de gardiennage. Mais dès l'instant que les sociétés de gardiennage sont en harmonie, travaillent ensemble, mais automatiquement, ils vont détecter ce genre de personnes. Est-ce que les sociétés de gardiennage au Congo sont régies par une loi? Non, les sociétés de gardiennage jusqu'à aujourd'hui ne sont pas régies. Je pense qu'il n'y a aucune loi qui nous régit. Vous avez créé... Non, nous dépendons du ministère du Commerce qui fait de nous... Pas de la sécurité? Non, qui fait de nous des prestataires de services. Donc nous faisons des prestations de services. Donc vous dépendez du ministère du Commerce? Oui, quelque part, parce que ce que nous avons comme document vient du ministère du Commerce. Mais par contre, c'est le ministère de l'Intérieur qui devait régir les sociétés de gardiennage. Parce que quelque part, nous sommes aussi une réserve pour l'armée de notre pays. Hein, si aujourd'hui il y a des événements et qu'on a besoin d'éléments, l'État se tournera d'abord vers les sociétés de gardiennage. Et c'est dommage qu'on ne nous utilise pas beaucoup, parce qu'on a tous les éléments. On a les hôtels, on a les restaurants, on a les banques. On connaît les gens qui fréquentent ces... Alors, on est capable de dire à la police que voilà, il y a des gens qui ne sont pas sérieux ici. Hein? Donc, vous pouvez faire le renseignement, on peut tout faire. L'intervention. Oui, c'est notre travail. Mais malheureusement, bon, on ne nous utilise pas comme il le faudrait. Est-ce que vous n'êtes pas exposé quelque part si vous n'êtes pas régi? Mais je pense que, bon, exposé... On souhaite que les choses se mettent en place. Je pense que j'ai lu un document dernièrement qui parlait de l'Assemblée qui était en train de régir les lois sur les sociétés de gardiennage. Nous avons été reçus aussi par le ministère de l'Intérieur. Nous avons eu l'invitation de la Direction générale de la police nationale qui nous recense maintenant. Donc il y a un grand travail qui s'est fait. Alors, en parlant de ce que vous venez d'évoquer, quelles sont vos relations avec les forces publiques, la police et la gendarmerie? De très très bonnes relations. Hein, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas la même chose. Hein, les gens se disaient, ils sortent d'où? Ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon, après, les gens commençaient à comprendre. Parce qu'on sort de sentinelle, de ce qu'on appelait autrefois sentinelle, à gardien. Le Congolais ne connaissait pas le gardien. Hein, j'étais en Côte d'Ivoire en 92. En 92, il y avait déjà des agents armés en Côte d'Ivoire. Vous voyez la différence? Donc les choses évoluent, le Congo aussi doit évoluer. Et le vocabulaire évolue, vigile. Oui, voilà, bon, mais il faut que les gens comprennent quel est notre rôle, parce que le rôle de la police, ce n'est pas de surveiller. Je crois qu'on a entendu des audios comme ça où on rappelait réellement... On a vu pendant la crise de Covid. La crise de Covid, au départ, on nous a négligés. Je pense qu'au départ, on nous a négligés. Mais à la suite, il y a eu... RFI qui a parlé des cas de vol à Brazza, et puis je pense que là on nous a donné le feu vert et on a eu toutes les autorisations pour circuler. Et le changement qu'il y a eu à la tête des forces publiques, c'est vrai que vous êtes PDG, vous êtes dans le relationnel. Et lorsque les forces de commandement de police changent de personnes, ça influe sur les relations que vous aviez? Non, je ne ça ne bouleverse pas? Non, je ne pense pas que ça bouleverse les relations. C'est une police professionnelle, et donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a un souci, on se tourne vers eux et puis on trouve la solution. La communication continue? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, on fait notre travail. On dépose dans les différents commissariats de la place les gens qu'on appréhende, qui sont, comme on dit, hein, on les dépose auprès des OPJistes, qui font leur travail, très bon travail. Donc je pense que là, il n'y a pas de souci. Alors, quelle est la conduite à tenir si d'un agent du groupe Yannick, face à un braquage par exemple, vous lui dites quoi? Comment doit-il réagir? Fuir? Non, on ne peut pas parler de fuite. On parle de... Non, on ne parle pas de fuite. Un agent de sécurité doit être courageux. Hein, moi, je me souviens, le 4 mars, nous avons travaillé pendant qu'il y avait des explosions dans Brazzaville. Et détonation de Mpilala. Oui, je me souviens qu'on s'est retrouvés au niveau du CCF. Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler de courage? Attendez, je vais vous expliquer. On s'est retrouvés au niveau du CCF, je voyais la garde républicaine qui montait, et on se regardait dans les yeux.
Et on ne comprenait pas ce qui se passait à cette heure-là. On ne comprenait pas ce qui se passait. C'est après qu'on a commencé à comprendre ce qui se passait. Que vous avez eu Alors, oui. Et nous, il fallait qu'on sécurise tous nos sites. Mais c'est ce que nous avons fait le 4 mars. Nous avons sécurisé Socofront qui est en plein Pilat. À l'époque, on était en contrat avec Socofront. On a sécurisé la maison de l'ambassadeur d'Égypte. Hein, la résidence de l'ambassadeur d'Égypte, qui se trouvait à Mpila. Et je vous dis, ça, il y avait juste ce mouvement-là. Boum! Et le boum, vous ne savez pas où il va tomber. C'est pourquoi il faut que les gens apprennent à respecter ce métier. Hein, vous savez, comme je dis souvent en formation, vous avez des gens qui mangent chez eux, et qui mangent très très bien, et le gardien est dehors. On ne va pas lui donner un morceau de poulet. Ces gens-là vont très bien manger chez eux, et quand ils auront terminé, ils vont peut-être aller dormir sans penser au gardien. Mais le gardien, lui, il devra les surveiller jusqu'au petit matin. Et rentrer chez lui souvent le ventre. Il devrait veiller. Il devrait veiller jusqu'au petit matin. Et il va peut-être rentrer chez lui sans manger. C'est un métier qu'il faut respecter. Quel type d'armes utilisez-vous? Nous avons des lacrymogènes. Je pense que nous avons des lacrymogènes. Dans le bureau? Voilà, nous avons des lacrymogènes. Ah, d'accord. Que nous utilisons pour avoir quand même une capacité de défendre. Mais le groupe Yannick a fait un choix assez rapidement sur les chiens de garde. Ah, vous avez des chiens? Voilà, nous avons une vingtaine de chiens. Une vingtaine? Nous étions à plus de 40 chiens à l'époque parce qu'on a aussi assuré le gardiennage du port de Pointe-Noire pendant une dizaine d'années. Donc, les chiens Batéké Non, nous faisons les chiens, les chiens de race. Hein, nous travaillons sur beaucoup de chiens selon la qualité de chaque chien. Nous aimons beaucoup les Rottweiler parce que c'est l'un des rares chiens au monde à donner sa vie pour son maître. Hein, c'est votre passion, apparemment, vous aimez bien les chiens. Je vous ai dit, je suis agriculteur. Hein, au-delà de faire de la sécurité, mon métier c'est l'agriculture. Donc je me retrouve à... Donc vous avez combien de races? Nous travaillons avec les Rottweiler, nous travaillons avec les Malinois, nous travaillons aussi avec des bergers allemands parce que j'aime beaucoup la beauté, ça c'est le côté un peu... Il y a aussi des bergers belges qui sont aussi... Oui, c'est ce qu'on appelle les Malinois. Hein, ce sont des très bons chiens aujourd'hui, utilisés par toutes les polices du monde. Parce qu'ils ont... Les chiens Batéké, non? Oui, bon, les chiens Batéké... Ils sont réputés bien pour la chiens, c'est des bons chasseurs. Non, les chiens Batéké ont un avantage. Ils sont rustiques. C'est-à-dire qu'un berger allemand, vous ne pouvez pas lui donner de l'eau de la pompe. Hein, il fera des diarrhées à répétition. Oui, il demande un entretien. On l'adopte pas, on l'adapte pas. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais le Batéké peut boire de l'eau du caniveau, il ne tombera pas malade. Parce qu'il a une résistance aux maladies. Voilà l'avantage du Batéké. Donc si aujourd'hui vous développez des Batéké, parce que le problème de taille du Batéké, hein, le Batéké, bon, vous l'appelez Batéké, mais en réalité c'est le Bassendi. Hein, il vient... Désolé, c'est pas une injure, hein, voilà, c'est une parenthèse, hein, voilà. C'est un terme congolais. Voilà, c'est ce chien-là qui, une fois bien nourri, peut avoir une très bonne taille. Hein, si on ne les voit pas très grands, c'est parce qu'il peut être potelé. Il peut être potelé, c'est la nutrition qui... Voilà. Donc à partir de... On peut lui priver aussi de nourriture pour qu'il soit encore plus méchant. Bon, moi je pense que ces techniques-là... J'étais à Kélé, j'ai accompagné l'honorable Bié, que je salue au passage. J'ai vu un chien de chasse où on privait, on ne lui donnait pas de la chair. Oui, mais voilà pourquoi on dit en termes de ce qu'utilisent souvent les éleveurs de chiens, il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que de mauvais maîtres. Ah d'accord. C'est le maître qui met tout en place, la technique qui va amener le chien à être dangereux. Mais sinon, le chien en lui-même, il n'est pas dangereux. Ah bon? Oui, le chien en lui-même, il n'est pas dangereux. Et dans le groupe Yannick, quel est l'apport des chiens? Ah, elle est grandiose. Elle est capitale. Je me souviens au niveau de Talangaï, Cronenbourg, on avait ce site-là. C'est le 6e arrondissement de Brazzaville, voilà, donc, pour ceux qui nous regardent à l'extérieur. Voilà, donc on s'est retrouvé dans une situation où des intrus ont cassé, je pense, la clavicule de l'agent de sécurité. Et quelques semaines après, on a mis en place les chiens sur ce site-là, jusqu'à la fermeture du site, je crois 3 ou 4 ans ou 5 ans après, on n'a plus eu de cas de vol.
Donc c'est un accompagnateur vraiment idéal pour les agents de sécurité. Alors, parlons des relations entre le groupe Yannick et vos clients. Alors, quels sont les cas qui sont décriés par vos clients? Bon, le client, c'est monsieur tout le monde. Hein. Moi, j'ai déjà eu un appel à 2h, 3h du matin où une cliente m'appelle pour dire que mon gardien ne sent pas bon. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ils ne sont pas bons Oui, elle trouve qu'ils ne sont pas bons. Bon, par rapport? Hein? Mais qui n'a pas une bonne odeur, elle me dit, votre gardien ne sent pas bon. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Donc, les clients restent les clients, ils ont leur doléance. Odeur corporelle. Voilà. Nous, on doit respecter cela. Ils sont partis sentir les clients ou... Bon, mais peut-être que le gardien est passé devant la cliente qui n'a pas apprécié cette odeur-là. Ah, d'accord. Donc, les situations comme ça, on en rencontre, ça ne peut pas manquer. Et les tenues, vous veillez sur ça que... Mais les tenues sont les plus belles, je pense que sur la place, nous avons les plus belles tenues. Ce qui fait que ça nous pose problème, parce que dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, les tenues sont vendues aux agents de sécurité. Ah, d'accord. Chaque mois, on retire une certaine somme. Mais au Congo, on n'a pas encore mis ça en place. Voilà. Bon, il faut dire aussi que nous, on est venu trouver un système qui existe. Ce n'est pas toujours évident. Hein, vous prenez l'agent de jour qui travaille plus que l'agent de nuit, mais qui a le même salaire, ça pose un problème. Donc, il y a énormément de choses qu'il faudra revoir un peu dans notre métier. Donc, vous êtes confronté à certaines difficultés. Si oui, c'est lesquelles? Bon, les difficultés, comme je vous ai dit, on est venu, on a trouvé un système qui fonctionne déjà, on s'est mis dans le système. Maintenant, il faut aujourd'hui essayer de revoir. Il y a des contrats qui sont en train de se préparer où l'agent de sécurité aura son assiette tous les midis. C'est extraordinaire. Mais c'est ça le problème. Il faut revaloriser la condition des agents de sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tous les clients demandent la baisse des prix. Mais c'est un scandale. Mais comment assurer une meilleure sécurité tant que le client veut être sous les prix les plus bas? C'est difficile. Parce que nous, s'il y a un cas de vol, il faut bien qu'on soit capable de rembourser. Et puis tout le mécanisme de charge que nous avons, mais il faut l'accompagner. Donc il y a des vrais problèmes, comme dans tous les métiers, je pense qu'il y a des problèmes qui existent. Alors vous avez dit, face au braquage, le comportement de vos agents, vous demandez le courage. Aujourd'hui, Je demande de la vigilance. Un portail, par exemple, nous avons vu un braquage à Pointe-Noire. Vous voyez l'espace de temps que le gardien a pris pour fermer le portail était trop long. Et il y a des précautions à prendre. Il faut que les gens comprennent que c'est un métier, il faut le respecter. Et c'est là où il y a souvent des problèmes. On peut éviter des braquages. Regardez souvent les vidéos, il y a des failles dans les braquages. Mais il faut les comprendre. Donc, moi, je pense que la formation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle nous permet aujourd'hui de donner la forme pour les agents afin d'éviter un peu tout ça. et on parle souvent à Brazzaville, ici et là, même à Pointe-Noire, du phénomène bébé noir. Ça vous inspire quoi? Bébé noir, je pense que le jour où il y aura une structure qui va commencer à étudier le comportement des bébés noirs, pourquoi il y a bébés noirs? D'où viennent les bébés noirs? Alors on aura déjà fait un pas. Il faut une structure. Il y a des éducateurs, il y a tout ça. Il faut que ces gens-là travaillent pour comprendre. Parce que c'est un phénomène. Hein, comme... Il y a une opération de police qui les a... Moi, je ne pense pas que... Ce n'est pas le vrai problème d'opération de police. Il faut d'abord comprendre pourquoi sont nés les bébés noirs. Et apporter les solutions. Hein, vous arrivez dans une maison, vous trouvez qu'il y a plein de cafards. Mais vous en tuez 2, 3, 4, vous ne réglez pas le problème. Le problème, c'est le foyer, d'où viennent les cafards. Et une fois que vous avez trouvé le foyer, vous pouvez régler le problème. Donc, je ne dis pas que j'ai la solution pour tout, mais je pense quand même que les gens doivent commencer à étudier ce phénomène. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi un jeune s'intéresse à devenir bébé noir? Hein? Moi, j'ai souvent eu des surprises comme ça. Et il y a un jeune qui tenait vraiment à me voir, à me rencontrer. Ça a été un plaisir de le rencontrer. On a discuté quelque temps. Et je regardais que tous les jeunes qui l'avaient accompagné étaient un peu respectueux de cette personne-là. Et moi, je ne comprenais pas. Et lui, il insistait que je tenais vraiment à faire votre connaissance et tout.
Et puis quand il est parti, j'ai demandé à l'autre jeune qui était resté avec moi, mais c'est qui? Il m'a dit c'est le chef des bébés noirs. Ah, j'ai dit le chef, vous m'avez amené le chef à la maison. Bon, ça m'a bien fait rire, mais vous savez, dans la nature humaine, il faut aller plus loin. Il faut donner la chance même à ceux qui ont fait des crimes. Ils ont des généraux, ils ont... Bon, je pense qu'il faut donner la chance à ceux qui ont fait des crimes, parce que les conditions, souvent, on ne les maîtrise pas. Mais ces gens-là doivent être réinsérés dans notre société. On ne peut pas les mettre en marge, sinon c'est encore plus dangereux pour nous. Donc je pense qu'il faut étudier les mécanismes d'accompagnement pour ces jeunes-là, pour leur retrouver un emploi. C'est ça qui va nous amener à avancer. Alors revenons à la création du groupe Yannick. Comment les parents, vos parents, maman, papa, ont-ils réagi à la création de ce groupe? Moi, ma mère, elle n'avait pas de problème parce qu'elle était liée à ce que je faisais. Hein, même quand je faisais mes bêtises, elle était contente. Hein, ça, c'est extraordinaire d'avoir une maman comme ça. Elle était complice, elle connaissait tout ce que je faisais. Il n'y avait pas de secret avec elle. Une confidente. Et vraiment, il n'y avait rien à dire avec elle. Alors mon père, lui, c'est quelqu'un de réservé. De droit. De droit, parce que moi, je suis resté 12 ans comme étant le dernier fils de mes parents. C'est 12 ans après que mon défunt petit frère Yannick est arrivé. Donc, mon père, lui, n'y croyait pas. Hein, pour lui, c'était pas possible. C'était quelque chose qui ne pouvait pas marcher. Sentinelle, c'était pas quelque chose de... Voilà. Alors, c'est un banquier. Hein, donc, un banquier, lui, voit les choses autrement. Et puis, bon, avec l'évolution, à chaque fois que je l'avais au téléphone, parce qu'après, ils sont partis en Europe, à chaque fois que je l'avais au téléphone, il me demandait toujours, est-ce que tu as pris un comptable? Est-ce que tu as un comptable? Bon. Et il a commencé à croire parce qu'il voyait que je vivais de mon travail. Et je crois que ça leur a fait tous plaisir. Et donc, le bébé de maman était devenu mature. On aimerait vous poser, quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Votre enfance était comment? Elle était la meilleure des enfances. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une meilleure enfance comme ça. Un enfant du centre-ville? J'avais un papa qui m'aimait énormément. Hein, j'avais une mère qui était là pour moi. Hein, je me souviens, je l'ai dit la dernière fois, j'ai eu un caprice très jeune où j'ai demandé à mon père que je voulais que Papa Wemba vienne manger avec nous. Alors ça a été fait. On a contacté Papa Wemba, alors, tout s'est fait pour qu'il vienne manger avec nous. Et ce jour-là, il est venu avec toute son équipe. Ah bon. Et vous voyez, il y a cette photo-là, voilà, où vous voyez Papa Wemba avec mon défunt petit frère Yannick à la maison. Donc voilà le genre d'enfant que j'étais. Un enfant capricieux. Un enfant qui voulait que ses parents cèdent à tout. Hein? J'ai eu un coup, une pierre qui avait été jetée à une autre personne comme ça et qui est tombée dans mon œil. 2 jours après, j'étais à Paris pour me faire traiter l'œil. Alors les médecins ici, je disais c'était pas grave, mais ma mère disait il faut qu'il aille en France. C'est là-bas où on traite bien. Donc voilà. Oui, et pourtant à cette époque, on avait des grands médecins. Ma mère cédait à toutes mes caprices. Hein, c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi avec des parents qui cédaient à mes caprices. Donc à Noël, on te cédait tout. C'est comme ça que j'ai grandi. C'était quoi tes jouets de Noël? Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai cédé. J'ai grandi. C'est pour ça que le jour où mon frère m'appelle, il trouve les mots qui conviennent. Il ne me dit pas que maman est décédée ou maman est morte. Il me dit, on dirait qu'on a perdu maman. Alors là, ça donne un espoir. Mais je pense que ça a été le choc le plus fort que j'ai eu de toute ma vie. C'était terrible. C'était terrible, c'est quelque chose... surtout que nous sommes dans la période du Covid, on ne peut pas faire de veillée. Voilà. Donc ça a été quelque chose de très dur parce que ce lien qui se brisait, et sachant que ce ne sera plus possible, c'est quelque chose que j'ai vécu difficilement. Et Brazzaville, vous en tant que Brazzavillois, vous viviez au centre-ville, vous connaissez le cœur de Brazzaville. Brazzaville de cette époque et Brazzaville d'aujourd'hui, est-ce que vous avez une préférence? Ah oui, je préfère mon Brazzaville d'avant. Hein, mon Brazzaville d'avant, les gens étaient ouverts, les gens s'aimaient. Hein, j'ai pas mal. C'est pas le cas aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas? Mais quand quelqu'un pense qu'à prendre la femme de l'autre, est-ce que vous croyez que les gens sont normaux ici?
Hein? Vous pensez que... Et regardez comment ça se passe dans Brazzaville. L'un tel a pris la femme de l'autre, l'autre a pris la femme de l'autre. C'est tout ce que les gens font. Et lorsque quelqu'un a pris ta femme, ses amis sont contents. Ils font la fête. Mais on est dans un monde de fous. On ne respecte même plus la femme de l'autre. Vous croyez que comment on va se développer? On ne s'aime pas. On fait semblant de s'aimer. Donc ça pose un réel problème pour Brazzaville. Donc l'amour manque dans Brazzaville. Mais nous, on tournait de Brazzaville. Mes parents étaient fâchés une fois parce qu'on m'avait retrouvé à Kinsoundi. Mais mes parents ne comprenaient pas comment je me suis retrouvé à Kinsoundi. Mon père est allé me chercher au cinéma luxe. Je pense que ce jour-là, il m'avait mis une gifle, une claque dans la gueule. Parce que mon père ne comprenait pas pourquoi son fils va aller au cinéma luxe. Nous, le cinéma qui nous était destiné, c'était le Vogue. Mais moi, j'avais des amis de partout. Voilà un ami de l'école qui me dit, allez, on va à Kinsoundi. Parce qu'à cette époque-là, au CG de la fraternité, il n'y avait pas d'enfants de riches, il n'y avait pas d'enfants de pauvres. On se mélangeait. On se mélangeait. Hein, peut-être les baskets qui pouvaient différencier, mais sinon le cas... Les spring courts ici. Voilà. Donc moi, j'étais comme ça, j'ai grandi comme ça. Et puis, avec cette histoire des pionniers de la jeunesse qui comme ça, nous ont... Hein, où on dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Bon, tout ça, là, ça nous a amené à croire à ces... Bon, on ne va pas dire... Mais ça nous a... Les articles du pionnier. Du pionnier. On y croyait. Mais on y croyait parce que le pionnier dit toujours la vérité. Bon. Voilà, ça c'était aussi quelque chose de positif parce qu'on a grandi dans ça. Et puis, ça fait qu'aujourd'hui... C'était le MNP, le Mouvement National des Pionniers. Voilà. Et donc, vous étiez pionnier aussi. J'étais pionnier. Pionnier service. Voilà, j'ai fait le service militaire aussi. On a marché, on a fait le tir sur la route du Nord avec les PMK, donc on était préparés. Et les amis d'enfance de jeunesse, vous vous rappelez? Oui, les amis, je les ai gardés. J'ai cette fidélité en amitié. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer certains de mes amis. C'est quelque chose de grandiose. Ok, donc les amis dans les bêtises, dans le vrai. Dans le vrai. Mais les amis, je pense que c'est une famille aujourd'hui. Les boîtes, c'était 500 à l'époque. Non, j'ai gardé vraiment la majorité des amis, surtout ceux de la cathédrale ou bien ceux du quartier Mfoua. Parce que le quartier Mfoua, pour moi, il reste l'un des meilleurs quartiers du Congo. Ah bon? Oui, parce qu'on est restés jusqu'à aujourd'hui comme des frères. Vous ne pouvez pas savoir que ces gens-là ne sont que des gens habitant le même quartier. Non, on est des frères avec tous ces frères du quartier Mfoua. Parce que c'était un mélange d'ethnie, voilà, mais on ne le ressentait pas. Voilà, donc Brazzaville de votre enfance était mieux que le Brazzaville... Rien à voir, rien à voir. Alors, vous êtes PDG du groupe Yannick. En quoi consistent vos fonctions? Bon, moi, je ne suis pas le PDG comme vous croyez. Non, moi, je suis quelqu'un de terrain. Bon, on vous appelle PDG en tout cas. Voilà, moi, je suis quelqu'un de terrain. Je suis souvent en moto pour me permettre d'être partout. Une de vos passions aussi. Voilà, une de mes passions. C'est pas trop dangereux, moto? Non, fais attention. J'ai eu un accident Brazzaville-Outété qui a été très, très grave. Vous aimez la vitesse? Non, c'est pas que j'aime la vitesse. Non, je ne pense pas que j'aime la vitesse. Vous aimez les sensations, il faut dire. Non, je fais attention quand même. Je fais attention. Mais bon, là, j'étais tombé sur quelqu'un qui était trop surchargé et puis qui a fait qu'on a basculé vers un caniveau. Heureusement qu'on avait des casques, ce qui nous a évité de connaître pire. Mais donc, vos fonctions consistent à? Mes fonctions consistent à tout faire au sein de mon entreprise. La coordination. Voilà. Pourquoi? Parce que je peux être à un moment donné inspecteur, je peux être à un moment donné en train de gérer les problèmes administratifs. Donc, je suis là pour accompagner l'entreprise à son développement. Donc, mais c'est multiples fonctions en même temps. Et vous allez être surpris parce que 23 ans après, je suis le seul du groupe Yannick qui continue à faire la formation. Ah bon? Ouais. Et je me suis retrouvé un jour au tribunal où un monsieur m'a dit bonjour et il m'a demandé si je me rappelais de lui. Je lui ai dit que non, il m'a dit je suis juge ici et j'ai travaillé au groupe Yannick. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens qui venaient de régions et autres avaient toujours besoin d'un petit boulot pour éventuellement survenir à leurs besoins. Donc je rencontre ça tout le temps. C'est pour ça que vous constatez que beaucoup m'appellent le boss.
Parce qu'on travaille depuis des années. Et vous êtes PDG, certes, un PDG Special One, vous direz. Quel genre de patron êtes-vous? Est-ce que vous êtes sévère, plutôt colérique? Moi, je parlerai d'évolution. L'homme a beaucoup évolué, parce qu'au début, c'était quand même difficile. On n'acceptait pas certaines choses. On était jeunes, on réagissait au quart de tour, on n'acceptait pas. Mais aujourd'hui, on a grandi. Vous écoutez plus? On écoute plus. Et puis, on a un mélange de cultures. Hein, je me souviens dans un entretien avec l'ambassadeur de Libye, quelques jours avant que le président Kadhafi perde le pouvoir. J'avais été reçu parce que je gérais la sécurité de l'ambassade de Libye. Et c'était un moment très difficile de gérer l'ambassade de Libye parce qu'il y avait des tensions au sein de l'ambassade. Il y avait des bagarres entre les Libyens à l'ambassade. Donc il fallait gérer. Les partisans de Benghazi, voilà. Ceux de Tripoli. Voilà, donc ça a été vraiment un moment difficile. Et nous avons, à cette époque-là, pu quand même maîtriser la situation. Et donc l'ambassadeur avait souhaité qu'on s'entretienne un peu sur tout ça. Alors, à la sortie de cet entretien, l'ambassadeur m'a demandé s'il arrivait souvent que je demande à mes agents comment ils se portaient, comment allait la famille et tout ça là. Et j'étais quand même assez surpris de cette question. Mais quelque part, elle avait son effet. En réalité, je ne demandais jamais à mes agents comment ils se portaient. Donc, vous êtes partout. Et le sommeil dans tout ça, vous dormez combien d'heures? Je dors à 4 heures du matin tous les jours. Pour me réveiller à 9h, 10h, 11h. Bon, ne profitez pas, il y a des chiens. Hein? Voilà, donc j'ai ce rythme-là depuis. Je dors très très peu. Ça me permet de coordonner à travers les radios, les sites, les inspecteurs qui sont sur le... Est-ce que ça ne nuit pas à la santé, le manque de sommeil? Vous savez, les sociétés de gardiennage ne sont pas faciles. Je pense qu'au Congo, il y a déjà deux responsables de sociétés de gardiennage qui se sont suicidés. Donc, ça vous montre la pression qu'on a dans le métier de la sécurité. Voilà, alors, que faut-il faire pour vous sortir de vos gants aujourd'hui, puisque vous n'êtes plus colérique? Est-ce qu'il y a des travailleurs, il y a des situations qui vous mettent mal à l'aise? Non, je pense quand même qu'il y a un travail qui a été fait. Je me souviens une fois, il y avait un agent qui avait volé. Alors, je ne m'étais pas empêché quand même de gérer ce problème-là physiquement. Et au niveau de la gendarmerie, j'étais tombé sur un bon commandant qui m'avait fait comprendre que ces genres de problèmes ne se règlent pas de cette façon-là. Donc, il avait fallu payer l'ordonnance et tout le reste. Et depuis là, je pense que j'ai plus ce genre de problème. Frédéric Batanga, la politique, ça vous dit? La politique, non. Non, ça ne me dit absolument rien. Les gens de votre époque se sont lancés. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop nombreux, mais la majorité, on s'attendait. Frédéric Batanga a un an à Brazzaville, un vrai Brazzavillois. On s'attendait qu'il se lance dans la politique. Alors, si je vous dis quelque chose, vous serez surpris. C'est une interdiction. Hein, c'est une interdiction de mon défunt père. Ah bon? Oui. Mon défunt père a une histoire. Lorsqu'il était directeur de cabinet du président Fulbert Yulu, c'est lui qui décidera un jour de nous parler de la politique congolaise et de nous interdire de faire de la politique au Congo. Voilà pourquoi les propositions, multiples propositions que j'ai eues sur le domaine politique, j'ai jamais réalisé. Donc Frédéric Batanga n'est même pas membre d'un parti politique? Non, je n'ai pas de parti. Ah d'accord. Non. Je ne porte même pas les t-shirts des partis. Mais récemment, on vous a vu lors des élections législatives, dans votre quartier, vous aviez accompagné un député dans une descente. Mais le député vient demander des services d'une société. Ah d'accord, c'était les services. Oui, ce sont des services que nous avons. Non, non, je ne ferai jamais de politique. Mais est-ce que ça n'a pas influé quelque part en voyant Frédéric Batanga à côté de la... Mais si on apporte quelque chose de positif à notre circonscription, moi je pense que c'est extraordinaire. Là, vous avez fait la politique. La poubelle, non, c'est pas la politique comme vous la voyez. Moi, j'ai un travail. Vous m'appelez, à n'importe quelle heure je viens. Le marché du plateau des 15 ans avait une poubelle
je ne sais pas de combien d'années. Mais c'est le groupe Yannick qui a enlevé cette poubelle. C'est le groupe Yannick qui a conçu et réalisé les jardins qu'on voit à Kimbanguiste. Donc c'est un travail. Donc c'était dans le cadre... Non, c'est dans le cadre professionnel. Ah, nous venons pour apporter des solutions aux problèmes par rapport aux populations. Donc la politique, ça ne vous a jamais, non, la ne vous a jamais traversé. Ne m'intéresse pas au Congo tant que les choses ne sont pas comme je le pense. Peut-être qu'un jour, il y aura plus de sécurité dans la politique. À ce moment-là, on va se jeter dans la politique. Mais je le dis sincèrement, la politique, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je suis très bien dans ce que je fais. Et je crois que je voudrais continuer à le faire autant qu'il est possible. Mais la politique, non. Et puis j'interdirai aussi à mes enfants peut-être de faire la politique, comme l'a fait mon père. Hein? Donc, voilà. Et vous aviez tout à l'heure parlé de l'Église, vous aviez été reçu dans l'Église protestante en France, et vous avez fait un constat qu'il n'y a pas parfois du bon au sein de l'Église pour recruter comme vous suggérez papa. Aujourd'hui, Frédéric Batonga est-il croyant? Oui, on ne peut pas vivre sans croyance, moi pour moi. Hein, moi, je crois en Jésus-Christ. Hein, mes parents m'ont conduit très tôt à la foi chrétienne. Hein, j'ai eu ma communion à Sainte-Anne. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours été... mais bon, après, les choses ont beaucoup changé. Vous savez, lorsqu'on quitte le Congo à une époque donnée, et lorsqu'on revient, on est un peu surpris. Moi, je n'ai pas laissé toutes les églises de réveil qu'on voit aujourd'hui. Hein, ça a été le choc pour moi quand je suis arrivé de voir toutes ces églises de réveil. Bon, donc je ne veux pas faire de jugement, mais j'ai mes principes de vie. J'essaie d'être bon avec tout le monde. J'essaie d'avoir un bon comportement avec les autres. J'essaie aussi d'aimer mon prochain. Et je crois que c'est pour moi des choses essentielles. Hein, la dernière fois que vous étiez au sein d'une église? Oh, ça date peut-être de 3 semaines, 2 semaines. Ah d'accord. Frédéric Batonga, nous allons vers la fin de ce programme. Frédéric Batonga est-il un homme à femme? Bon, je ne pense pas, non, je ne pense pas. La femme ne vous dit rien? La femme est un être extraordinaire. Hein, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 2 merveilleuses filles, Chania et Shaima, qui sont mon trésor, qui représentent mon trésor. Donc voilà, c'est grâce à cette vie, hein, comment je peux vous dire ça, c'est ce rapport de famille que j'ai pu avoir qui aujourd'hui fait que je suis père de 2 enfants. Donc si je n'avais pas de femme, je n'aurais pas eu... Vous préférez votre passion des voitures, des belles voitures, vous aimez bien les belles voitures, des motos. Apparemment, vous avez remplacé cela. Non, je remplace pas. D'où tirez-vous ce goût des belles voitures, des motos? Mais bon, je pense que c'est la vie que le jeune Congolais a souvent d'aimer les belles choses. Hein? Vous ne direz pas que c'est papa. Papa, mon père était très simple. C'était pas quelqu'un qui aimait... Voilà. Papa vous a conduit vers l'agriculture, à aimer la terre, à cultiver la terre. Il ne m'a pas conduit vers ça, mais bon, lui, il était surpris aussi de voir qu'on s'intéresse à ça. Parce que ça vient de vous-même? Ça vient de moi, ça vient du voyage. Mais vous savez que même la moto, je l'ai conduite lorsque mon père a quitté Brazzaville. Hein. Mon père ne m'avait jamais permis de monter sur une moto tant qu'il était à Brazzaville. Et même quand ils sont arrivés en France et qu'ils ont appris que j'avais acheté plusieurs motos, ça a posé beaucoup de problèmes. Mais ce que je voulais te rappeler aussi, c'est de savoir que le groupe Yannick est la première société au Congo à assurer les concerts de musique. Hein, je pense que je rends hommage ici au grand frère Beethoven qui nous a quittés. C'est lui qui avait approuvé ce projet. Hein, parce qu'à l'époque, les concerts étaient sécurisés par la police et la gendarmerie. Et nous, on avait eu l'élément clé pour détourner un peu tout ça en lui disant que, mais comment, vieux, là où on danse, il y a des PMAK. Hein, le PMAK, c'est pas là. Donc, ce qui fait que ça avait marché. Et on a pu faire, je crois, une 50aine ou une 60aine de concerts avec le vieux Beethoven. Et voilà, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup accompagnés, qui a toujours pris le groupe Yannick comme étant aussi sa société. Donc, quand il avait un événement, il disait, bon, je viens voir mes actions, tu me mets un gardien là-bas, tu me mets la bande. C'est vraiment quelqu'un que je regrette aussi parce qu'il n'est plus avec nous. Père son âme. Alors, en parlant de Beethoven, Henri Germain Yombo, de son vrai nom, l'une
des grandes figures du showbiz congolais qui nous a quittés récemment, promoteur, manager général du groupe Pela Yombo, en sigle GPY. Alors, qu'est-ce qui vous est venu dans la tête en apprenant son décès? Je pense que il y a des personnes comme ça qui m'ont beaucoup touché quand ils sont partis. C'est le cas du vieux Bito, c'est le cas du président Guy Domis aussi. Azangasue. Voilà, pour Azangasue, comme pour vieux Bito, j'ai eu des larmes aux yeux parce que c'était quelque chose de fort. J'ai vu ma fille Chania pleurer son papa Bitoven. C'était quelque chose de douloureux parce que c'est un grand frère que on a, je ne sais pas combien d'années on a vécu avec le vieux Bito. Hein, moi, je l'ai vu aussi démarrer dans son affaire. C'est la famille. C'est la famille, c'est des éléments, des moments difficiles. Hein, que vous... Un souvenir que vous gardez de lui? Ah, il y a beaucoup de souvenirs. Hein, je me souviens de ce concert de Kofi où nous, on n'avait pas eu l'autorisation de faire entrer les clients, les gens qui étaient venus pour le concert. Et puis on l'appelait, il disait non, c'est pas le moment, attendez, attendez. C'était à l'Olympique? Au palais? Au Légier. Et lui, nous on demandait, mais vieux Bito, il y a du monde ici, il faut qu'on commence à... Il dit non, non, c'est pas le moment. Et quand il arrive là, les gens se plaignent, il dit mais société de gardiennage, mais pourquoi vous ne faites pas rentrer les gens qui ont payé leur ticket? Alors nous on était très embêtés, mais on ne pouvait pas dire, mais c'est vous qui ne nous avez pas donné l'autorisation. Mais c'était quelqu'un de merveilleux, c'était un bosseur aussi, hein, c'était un bosseur. Sur le terrain, vous sentez sa présence, et puis bon, comme vous avez su le dire, paix à son âme. Alors, Freddy Batonga, on entend ici et là, dédicacé, cité dans les chansons. Vous nous aviez donné un scoop tout à l'heure en apprenant que vous avez exigé la présence de Papa Wemba manger avec vous. Papa Wemba, paix à son âme, très simple aussi, a cédé à ce caprice. Alors, quelles sont les relations avec les différents artistes? C'est vrai que dans vos bureaux, on voit, tout à l'heure, ils peuvent remarquer ces images. Quelles sont les relations, vos relations avec ces différents artistes? Vous demandez les dédicaces ou c'est une reconnaissance? Il y a une histoire aussi qui est là parce que bon, ça fait des années que nous sommes dans l'accompagnement des événements. Hein. Donc on assiste pas mal de musiciens et ça fait que naturellement aussi ça crée des liens. Hein. Je pense que je garde de très bons souvenirs de Fally, hein, qui est présent souvent à Brazza, que j'ai aussi l'occasion de voir, de rencontrer, que je suis même allé voir au Radisson dernièrement pour lui dire merci. Parce que je l'ai vu venir nous assister pour le vieux Domis, je l'ai vu venir pour le vieux Bitoven. Donc mon devoir était quand même de lui dire merci parce que c'était une démarche que je tenais à faire. Je lui dis vraiment merci d'être venu parce que j'ai vu aussi la grandeur de l'homme parce qu'on n'a pas toujours le temps hein, pour les autres, hein, ce qui est malheureux. Donc voilà, et il y a des musiciens qui n'étaient pas connus hier, qui sont connus aujourd'hui, qu'on a rencontrés avant, et puis bon, il y a des liens qui se tissent. Hein. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Alors, quelles sont vos relations avec l'argent? Que représente l'argent pour vous? Ça peut contribuer. Mais moi, je ne fais pas de ça. Vous savez, je suis agriculteur. Hein, ça, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. C'est pour ça que les gens nous... Mais un agriculteur n'est pas pauvre au XXIe siècle. L'agriculteur ne s'intéresse pas à l'argent, sincèrement. Hein, c'est vrai que ça apporte un certain rendement, mais l'intéressement de l'agriculteur s'intéresse plus à sa production. Quand vous voyez vos tomates grossir, être belles, mais c'est ça la passion de l'agriculture, hein, de l'agriculteur. Mais dire que non, on vit en brousse, on vit dans des conditions qui ne sont peut-être pas les meilleures parce qu'on aime la terre. Hein? C'est dommage. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais comment ça se fait que tu n'es plus agriculteur? J'ai dit non, c'est pas que je suis plus agriculteur, j'ai un autre métier, mais c'est vrai qu'on peut revenir toujours à l'agriculture. Hein? Voilà, je pense que l'argent, il faut faire attention. Mais nous, on a cette culture Congo qui est quand même assez forte, hein, qui nous permet de respecter l'argent. Hein, de ne pas faire comme les jeunes font, de jeter de l'argent dans les boîtes de nuit et tout ça là. On n'a pas cette culture-là. Hein, voilà.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent et à l'endroit peut-être de l'émission. C'est de souhaiter que la société continue à s'agrandir, de souhaiter que tout essaie de bien marcher, que ce soit la vie familiale, la vie professionnelle, et qu'on souhaite aussi le grand bonheur pour le Congo, qui est notre pays, que le pays se développe à l'image de Dubaï, d'autres pays comme on voit ailleurs. Hein, c'est ce qu'on peut souhaiter. Alors je veux profiter de l'occasion d'envoyer un petit coucou à ma chérie, hein, Catherine, si elle nous suit, hein, voilà. Et puis aux amis, hein, qui sont toujours là. Hein, je veux parler de Willy Toka, qui est un fidèle ami, Simplice et Bata. Il y en a tellement, Nathalie Bumba, je salue Zéro Faute, donc je salue un peu tous ces amis qui sont toujours là avec nous. Et à ma famille, à toute ma famille, à ma grande sœur Nicole, et puis à mes frères. Voilà. Voilà, merci Monsieur Frédéric Batanga, ça a été un plaisir de partager avec vous. Vous étiez face à ma mère. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à tout le monde. Merci à Idriss Ngokana, tu nous suis du côté des États-Unis. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine occasion. Et on dit quoi? Salut. L'icône du 242.